Je montre ici comment faire un calcul. Le titre est en français, mais le corps du document est en anglais, peu importe. De toute façon, je traduirai tout ce qui est en anglais dans ce document. La raison de l'anglais, c'est qu'il faut s'entraîner un peu et que dans le milieu scientifique, c'est une langue couramment utilisée. Alors, il s'agit ici d'un document ouvert avec le logiciel Maple. On voit ça en haut, Maple. Voilà. Maple 2025 pour celui-là. C'est un logiciel qui permet à la fois d'écrire et de calculer. Et dans les fichiers qu'on utilise, il y a ce qu'on appelle des sections. Alors voilà, par exemple, ici, je vais sur la petite flèche. Sur le 1, c'est une section. Alors, la section, c'est un avantage, c'est que quand on clique dessus, là, je clique, voilà, la boîte s'ouvre, et quand j'ai fini de travailler sur cette section, je la referme. Alors là, il n'y avait rien, mais dans la boîte suivante, on voit qu'il y a 3 sous-sections, donc je peux les ouvrir comme ça, voilà, et les fermer. Et donc, j'ai finalement, quand tout est fermé, j'ai vraiment la structure du document. Voilà. Alors, on va commencer sur la structure du document. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, il y a un titre pour faire un calcul. C'est un document qui est vide, que je prends, que je recopie et que je remplis ensuite quand je fais un calcul. Alors évidemment, je remplace ce titre pour faire un calcul par le titre du calcul que je fais. Mais de toute façon, ici, surligné en jaune, Title of the Calculation, ça veut dire titre du calcul. Il est bien clair que c'est essentiel. De la même façon que je n'arriverai jamais à une destination que je n'ai pas définie par avance, je ne peux pas réussir un calcul comme ça au hasard. Il faut que je sache ce que je veux calculer. Bon. Alors j'insiste un tout petit peu sur la métaphore. Si je ne sais pas que je veux aller, mettons, à Colmar, je risque de me retrouver à Marseille. Et si c'est à Colmar qu'en réalité je veux aller, il faut que je me dise je vais à Colmar. Ayant décidé d'aller à Colmar, je vais choisir la démarche pour y parvenir. C'est-à-dire, par exemple, partant de Paris, je prendrai mes jambes, j'irai jusqu'à la station de métro, je prendrai un métro qui m'amènera à Gare de l'Est. Gare de l'Est, je prendrai de nouveau mes jambes pour monter à la gare. Ensuite, je monterai dans un TGV. Ce TGV m'emmènera jusqu'à Colmar. Et là, il faudra que je me débrouille pour aller à l'endroit exact que je veux atteindre. Bref, il faut une destination avant de définir un chemin et il faut un titre du calcul avant de faire le calcul. Alors, juste après, il y a auteur et date. Ça c'est 2 indications. Elles sont à remplacer par votre propre nom et la date par la date ou les dates auxquelles vous faites le calcul. C'est des questions de traçabilité. On est toujours bien content dans le futur de se rendre compte qu'on avait commencé le calcul 2 ans avant, qu'on l'a repris, puis qu'on l'a, etc. Voilà. Donc ça, c'est juste des indications techniques qui n'ont pas de rapport avec le calcul lui-même. En revanche, maintenant, il y a 1, 2, 3, 4, 5 sections. Donc la première, c'est sur la question, c'est-à-dire le calcul qu'on veut faire. La deuxième, c'est l'analyse de la question. Le troisième, c'est la résolution. Quatrième, ça veut dire, j'ai indiqué exprimer les résultats. C'est en général pour du calcul numérique. Et puis, conclusion et perspective. Voilà. Alors, on va les regarder les uns à la suite des autres. Pour ça, je vais zoomer un peu. Comme ça, on verra mieux. Voilà. Et je commence sur le numéro 1. Donc, la question. Alors, la question en langue naturelle, c'est-à-dire en français, en anglais, en allemand, ce que vous voulez, avec les bons mots, exprimés de façon concise et simple. Alors, ça veut dire que il ne faut pas faire des phrases compliquées, il faut sujet, verbe, complément, pour dire « je cherche à calculer ceci ». Alors, ça peut être, par exemple, « je cherche à calculer combien de grains de particules de farine il y a dans 200 grammes de farine de type 45, par exemple. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. La question est posée et on va ensuite l'examiner. Alors, on referme, une fois qu'on a fait ça, on referme cette boîte, on ouvre la section numéro 2, et maintenant, il y a l'analyse de la question. Alors, il faut quand même que je signale que souvent,
Il suffit d'analyser la question pour qu'elle soit résolue. Pas toujours. Alors c'est vrai en particulier pour les exercices à l'université. Les problèmes, c'est un peu plus élaboré, mais c'est pas forcément plus difficile, mais il y a une succession de calculs qu'il faut mettre en œuvre. Voilà. Alors, il y a dans cette section d'analyse de la question, pour vous guider, il y a 3 sous-sections. Alors, la première, on introduit les données numériques. Ça ne nous servira pas tout de suite, mais au moins on se vide la tête de ces choses qui nous encombrent, et au moins ça nous permettra de ne pas nous en préoccuper. Cette observation fait écho à une autre observation qui est que beaucoup d'étudiants échouent parce qu'ils mêlent du calcul numérique et du calcul littéral. Il vaut mieux séparer les deux, faire toujours le calcul littéral d'abord, et quand c'est fini, à ce moment-là, on fait un calcul numérique. Voilà. Là, ici, on peut faire un peu plus que simplement déposer les données. Alors, par exemple, les données, c'est, pour notre exemple, c'est on va prendre 200 grammes de farine. Et puis, on va dire, cette farine, elle est de type 45. Et puis, on va dire, la farine de type 45, elle contient 11,7% de protéines. Par exemple, enfin, on se débarrasse de tas d'informations. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on les a exprimés, je l'ai dit 200 grammes, mais grammes, c'est pas une unité du système international. Donc, on fait un effort de convertir tout en unité du système international, c'est-à-dire mètres, kilogrammes, secondes, etc. Voilà. C'est fait, c'est facile, on passe au point 2.2, et cette fois-ci, il faut arriver à ce qu'on appelle un modèle qualitatif, c'est-à-dire un schéma qui représente les phénomènes qu'on veut calculer. Par exemple, on va faire un parallélépipède pour représenter une quantité de farine. On va faire un petit cube pour représenter une particule de farine. Et puis, on comprend immédiatement qu'il y aura un certain nombre de petits cubes dans le parallélépipède. Enfin bref, donc on va faire un schéma. Alors, évidemment, la farine, elle n'est pas parallélépipédique, et les grains de farine, ils ne sont pas cubiques. Donc, sur notre schéma, on va ajouter d'abord des indications, peut-être des couleurs, enfin ce que vous voulez, mais surtout des indications de la façon dont on a procédé pour obtenir ce modèle qualitatif. Par exemple, on va faire des hypothèses. On va dire, tiens, je vais considérer que les grains de farine sont cubiques. Les particules de farine sont cubiques. Ça, c'est essentiel. C'est une façon de simplifier le réel pour être en mesure de le calculer. Alors, ayant un certain nombre d'hypothèses, le calcul, il sera valide dans le cadre de ces hypothèses, mais on pourrait y revenir et faire d'autres hypothèses, un autre modèle qualitatif. Voilà. Quand on a fait ça, ce qui n'est pas difficile, puisqu'on représente les objets qu'on veut calculer, on va faire un modèle quantitatif. Alors ça, c'est également extrêmement simple. Tout ce qui est représenté sur notre schéma, on va lui attribuer une lettre, une quantité, un symbole, par exemple M pour la masse de farine, V pour le volume, petit v pour le volume des particules de farine, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on voit, on le représente avec des lettres. On met des lettres. Voilà. Donc là, aucune difficulté non plus. On referme la boîte, le travail est fait, et on arrive à la résolution. Alors, la résolution, il y a lieu d'y penser un peu et de chercher d'abord une stratégie. C'est le point 3.1. La stratégie, ça veut dire comment pensons-nous pouvoir atteindre la solution. Alors, il y a marqué, souvent, cette étape est inutile parce que ça se fait tout seul. Et donc, dans des cas compliqués, ça vaut le coup de s'en préoccuper un peu, de se dire, tiens, je vois qu'il y a tant de particules de farine qui prennent un certain volume. Bon, si je multiplie par le nombre de particules, le volume d'une particule, j'obtiens le volume total. C'est pas très compliqué, là, dans ce cas précis. Maintenant, imaginons qu'on ne veuille pas faire l'hypothèse que la farine a la même masse volumique
que celle de l'eau, par exemple. On pourrait faire, on pourrait avoir des sous-calculs. Donc c'est ça qu'il faut envisager. On a une chaîne de calculs qui va nous amener à la solution. Alors, ensuite, 3.2, on met en œuvre ces idées-là. Souvent, il suffit de chercher des relations, c'est-à-dire des équations entre les symboles qu'on a marqués. Par exemple, dans le cas de la farine, j'ai parlé de la masse volumique et puis du volume petit v d'une particule de farine et de sa masse petit m. J'ai immédiatement une équation qui est égale à ρ est égal à m sur v. Voilà. J'écris cette équation. Je me suis même pas posé de questions. Je cherche ce que je sais et c'est très simple. Bon. J'ai donc finalement un système d'équations. Et puis ces équations, je vais les résoudre et puis je vais obtenir le résultat. Alors, quand j'ai obtenu le résultat, c'est là qu'il y a lieu de le discuter. Alors pour l'instant, c'est toujours un résultat numérique, symbolique, donc avec des lettres, pas numérique. Donc il faut que je le valide. Alors valider, ça veut dire essayer de comprendre si ce qu'on a fait a des chances d'être juste, essayer éventuellement de trouver un autre calcul qui amènera au même résultat, parce que le diable est caché partout. Et donc, il y a des chances que notre calcul soit faux, et ça, c'est pas possible. Il faut qu'on arrive absolument à un calcul juste, et donc il faut que nous nous corrigions. C'est pas toujours en relisant le calcul qu'on a écrit qu'on y arrive le mieux, parce que quand on a fait une erreur, on la refait parfois. Et donc, il y a lieu de trouver un autre calcul, si on peut, et pourquoi pas un troisième. Donc, on valide notre résultat, et comme on a fini la résolution, on entoure le résultat avec un joli crayon de couleur, et on est content de nous. Et on passe à l'expression des résultats. Alors, on va recopier le résultat symbolique qu'on a trouvé. On le recopie, c'est tout simple, il n'y a rien à faire, on fait un copier-coller. Et ensuite, on va chercher des valeurs numériques pour les entrer dans le résultat symbolique et avoir un résultat numérique final. Alors, il faut d'abord trouver les valeurs. Alors ça se fait en ligne. Par exemple, imaginons qu'on cherche la masse volumique de la farine de type 45. On va chercher en ligne, souvent en anglais d'ailleurs, flour 45 density. Voilà. Et puis, on va trouver une valeur, on va la garder avec des références et surtout, on va la mettre immédiatement ici dans les unités du système international d'unités. Voilà. Donc, on fait ça pour toutes les paramètres dont on a besoin. Et puis, on arrive à 4.3. Maintenant, c'est tout simple. On va introduire ces valeurs dans la solution symbolique. Voilà. Et on va obtenir le résultat numérique que l'on attendait. Alors, il ne faut pas s'empêcher de faire ce qui est marqué au point 4.4, de changer exprès certaines valeurs pour voir dans quelle mesure le résultat va changer aussi. Ça veut dire explorer l'espace des solutions. Voilà. Donc ça, c'est amusant, c'est pas difficile, le travail a déjà été fait, donc c'est juste du calcul numérique. Et puis finalement, il faut conclure, mais conclure jamais sans perspective. Donc les conclusions, ça veut dire, voilà, le résultat que j'ai obtenu, il est celui-là avec les hypothèses que j'ai données, mais surtout des perspectives, en disant qu'est-ce que je pourrais faire, pourquoi je l'ai fait ainsi, comment je pourrais le changer, comment je pourrais améliorer, comment je peux devenir plus intelligent. Et ça, c'est vraiment essentiel. Voilà. Et bien avec ça, on est bien armé pour aller faire des calculs.